Une arrestation scandaleuse au cœur de Paris. La justice bafouée. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer avec une intrigue où l'injustice et la rage s'entremêlent, commentez 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si cela ne vous plaît pas, un simple like nous fera plaisir. Mais restez jusqu'à la fin. Une révélation choquante vous attend. Dans le hall somptueux de l'hôtel Majestic, niché au cœur du 8e arrondissement de Paris, un claquement métallique glacial déchire l'atmosphère feutrée. La juge fédérale Camille Dubois, une femme noire respectée, invitée d'honneur à la conférence internationale des juristes, se fige, le souffle coupé. Ses bras sont brutalement tordus derrière son dos, les menottes en acier mordant sa peau délicate. Une douleur aiguë irradie de ses poignets jusqu'à ses épaules, mais ce n'est rien comparé à l'humiliation qui la consume. Elle, une magistrate dévouée à la justice, est traitée comme une vulgaire criminelle devant un parterre de collègues et de journalistes, à quelques pas de la salle où elle devait prononcer un discours sur l'égalité devant la loi. Son tailleur noir impeccable, signé Chanel, et ses escarpins Louboutin contrastent cruellement avec cette scène indigne. Soudain, un flash d'appareil photo éclate, immortalisant sa honte. Un paparazzi opportuniste, tapi dans l'ombre, vient de vendre son scoop au plus offrant. La rage monte en Camille, ses yeux lançant des éclairs. « Comment osez-vous? Libérez-moi immédiatement. Vous n'avez aucun droit, » tonne-t-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. Face à elle, deux jeunes policiers parisiens, Lucas Moreau et Théo Garnier, affichent un mépris arrogant, leur sourire narquois trahissant un racisme à peine voilé. « On est la loi ici, madame », ricane Lucas, accentuant son ton sarcastique sur le mot « madame ». L'injustice explose, et la tension atteint son paroxysme. Jusqu'où ira cette ignominie? La colère éclate face à l'injustice, un affront intolérable. Alors que le scandale prenait une ampleur dramatique dans le hall de l'hôtel Majestic, l'atmosphère, déjà tendue, devint irrespirable. Camille Dubois, toujours menottée, sentit une vague de colère incandescente monter en elle, alimentée par l'arrogance des deux jeunes policiers parisiens, Lucas Moreau et Théo Garnier. Ces derniers, loin de montrer le moindre signe de remords, semblaient presque se délecter de leur pouvoir abusif. Lucas, le plus audacieux des deux, s'avança d'un pas assuré vers Camille, son regard chargé de mépris. « Vous croyez vraiment que vos beaux discours vont nous impressionner ?» lança-t-il d'un ton moqueur, sa voix résonnant dans le hall luxueux comme une insulte supplémentaire. Théo, plus hésitant mais tout aussi complice, se contenta de ricaner, jetant des coups d'œil nerveux aux badauds qui commençaient à s'agglutiner, attirés par la scène comme des papillons par une flamme. Camille, malgré la douleur lancinante qui irradiait de ses poignets, redressa la tête avec une dignité inébranlable. Ses yeux, d'ordinaire calmes et réfléchis, brillaient désormais d'une fureur contenue, une fureur qui trahissait des années de lutte contre les injustices qu'elle avait trop souvent vues dans les prétoires. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher, » répondit-elle, sa voix tremblante non pas de peur, mais d'une rage froide et calculée. « Je suis Camille Dubois, juge fédéral, et je vous promets que vos actes auront des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer. » Chaque mot qu'elle prononça était comme une lame aiguisée, tranchant l'air et faisant vaciller l'assurance de Théo, qui recula instinctivement d'un pas. Lucas, lui, serra les dents, son visage rougissant sous l'effet de la honte et de la colère mêlée. « On est la loi ici, et vous, vous n'êtes rien, » cracha-t-il, tentant de reprendre le dessus, mais sa voix trahissait une nervosité grandissante. L'incident avait débuté quelques minutes plus tôt, dans une scène d'une banalité trompeuse. Alors que Camille descendait de sa Citroën DS9 noire, conduite par son chauffeur personnel, elle avait à peine posé un pied sur le trottoir que Lucas et Théo, en patrouille près de l'entrée de l'hôtel Majestic, l'avaient interceptée. Leur excuse initiale, un contrôle de sécurité de routine en raison de l'importance de l'événement. Mais Camille, habituée à faire respecter la loi et à défendre les droits des citoyens, avait immédiatement senti le sous-texte discriminatoire dans leur ton. Elle avait poliment mais fermement demandé une explication légitime à leur requête, tout en précisant qu'elle était une invitée officielle, son nom figurant sur la liste des participants. Cette simple question, posée avec l'assurance d'une femme qui connaissait ses droits, avait suffi à provoquer les deux policiers. Leur attitude s'était rapidement transformée en hostilité ouverte. Lucas, le premier à perdre patience, avait lancé des remarques insultantes, lourdes de préjugés raciaux. « Avec une voiture pareille et un tailleur aussi chic, vous devez être une escorte de luxe pour les gros bonnets de la conférence, non ?»
avait-il ricané, un sourire narquois déformant son visage. Théo, encouragé par son partenaire, avait ajouté avec un rictus: ou peut-être que vous avez volé cette belle bagnole, qui sait? Ces mots, chargés de racisme et de mépris, avaient fait bouillir le sang de Camille. Elle avait tenté de garder son calme, avertissant les deux hommes que leur comportement était non seulement inacceptable, mais aussi illégal. Vos propos sont diffamatoires et discriminatoires. Je vous ordonne de Yuan Li, arrêtez immédiatement et je vais enregistrer vos numéros de matricule pour un signalement officiel. Avait-elle déclaré d'une voix ferme, exigeant qu'ils appellent leur supérieur? Mais cette fermeté, loin de les calmer, n'avait fait qu'attiser leur colère. Lucas, sentant son autorité remise en question, avait décidé de lui donner une leçon. Il avait ordonné à Théo de la menotter, ignorant ses protestations et ses explications sur ses droits légaux. Vous résistez à un contrôle de police. Vous voulez jouer les malignes? On va vous montrer qui commande ici, avait-il hurlé, sa voix pleine de hargne, tandis qu'il serrait les menottes si fort que Camille sentit ses poignets s'entailler sous la pression. Théo, bien que visiblement mal à l'aise face à la foule qui grossissait autour d'eux, n'avait pas osé s'opposer à son partenaire, craignant de passer pour faible. Ensemble, ils avaient maintenu Camille, la traînant de force vers l'entrée principale, sous les regards choqués des passants. Un détail rendait la scène encore plus insoutenable. Parmi la foule, une jeune étudiante en droit, Aïcha Ben Ali, assistait à la scène, filmant discrètement avec son téléphone. Aïcha, venue assister à la conférence pour s'inspirer de figures comme Camille, était révoltée par ce qu'elle voyait. Elle savait que cette vidéo, si elle était partagée, pourrait devenir virale sur les réseaux sociaux et déclencher un tollé national. Mais elle hésitait, craignant les représailles des autorités. Ce moment de tension, où la vérité risquait d'éclater au grand jour, ajoutait une couche de suspense à une situation déjà explosive. L'ironie de la situation était insupportable pour Camille. Elle, une juge qui avait consacré sa vie à défendre la justice et l'égalité, se retrouvait humiliée publiquement, victime des mêmes abus qu'elle combattait dans ses jugements. Cette pensée attisa davantage sa colère, et elle jura intérieurement que Lucas et Théo paieraient pour leur arrogance et leur racisme. Alors que les flashs des appareils photo continuèrent de crépiter et que les murmures de la foule s'intensifiaient, Camille sentit que ce n'était que le début d'une bataille qui allait ébranler les fondations mêmes de l'ordre établi. Si cette histoire d'injustice et de courage vous a révolté autant que nous, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez cette vidéo pour que la vérité éclate au grand jour. Ne manquez pas la suite pour découvrir comment Camille transformera cette humiliation en un combat pour la vérité, un retournement de situation qui vous laissera sans voix. Alors que la foule murmurante autour de l'hôtel Majestic grossissait, attirée par le scandale qui se déroulait sous leurs yeux, une tension presque palpable s'installa devant l'entrée principale. Camille Dubois, toujours menottée, sentait son cœur battre à tout rompre, non pas de peur, mais d'une colère qui menaçait d'exploser. Les regards curieux, les chuchotements indignés et les flashs incessants des appareils photos amplifiaient son humiliation, mais elle refusait de baisser la tête. Elle savait que céder à l'intimidation des deux policiers, Lucas Moreau et Théo Garnier, serait trahir tout ce pourquoi elle s'était battue durant sa carrière. À cet instant précis, alors que Lucas resserrait son emprise sur son bras, prêt à la traîner vers la voiture de patrouille, garée à quelques mètres, un événement inattendu vint bouleverser le cours des choses. Une voix grave et autoritaire, teintée d'une indignation à peine contenue, trancha soudainement le brouhaha ambiant. Que se passe-t-il ici? Qui ose profaner l'honneur de la justice française de cette manière? Lança l'homme qui venait de descendre d'une élégante Peugeot 508 noire, garée précipitamment devant l'hôtel. C'était Antoine Leclerc, le maire de Paris, connu pour son engagement fervent en faveur des droits humains et sa présence régulière aux événements juridiques de la capitale. Vêtu d'un costume gris anthracite impeccablement taillé et d'une cravate rouge éclatante, il avançait à grands pas, son visage marqué par une colère grandissante. Il venait d'arriver pour assister à l'ouverture de la Conférence internationale des juristes, mais la scène qu'il découvrait devant lui le laissa sans voix. En apercevant Camille, menottée et entourée de deux policiers visiblement nerveux, il sentit une indignation profonde l'envahir. « Juge Dubois » s'exclama-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le hall, attirant l'attention de tous les témoins. Lucas et Théo se figèrent instantanément, leur visage pâlissant à vue d'œil. La présence du maire, une figure d'autorité incontournable, venait de transformer leur arrogance en une peur viscérale. Théo, le plus jeune des deux,
sentit ses jambes trembler sous lui, tandis que Lucas tenta de balbutier une excuse. Monsieur le maire, nous, nous ne savions pas, bredouilla-t-il, sa voix tremblante trahissant son désarroi. Mais Antoine Leclerc n'avait aucune intention de les laisser s'expliquer si facilement. Il s'approcha de Camille, ses yeux lançant des éclairs de rage contenus. « Libérez-la immédiatement », ordonna-t-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. « Comment osez-vous traiter une juge fédérale, une femme qui incarne la justice de notre nation, comme une criminelle ?» Sa voix, empreinte d'une fureur froide, fit reculer les deux policiers qui semblaient désormais rapetissés sous le poids de leur propre faute. Camille, bien que toujours menottée, trouva dans l'intervention du maire un regain de force. Elle releva la tête, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Monsieur le maire, ces officiers m'ont arrêté sans aucune justification légale, m'ont insulté avec des propos racistes et m'ont menotté de force, malgré mes protestations et mon identité clairement déclarée, déclara-t-elle, sa voix vibrante de colère et de dignité. Elle marqua une pause, laissant ses mots peser dans l'air, avant de continuer, son regard perçant fixé sur Lucas et Théo. Leur comportement est une insulte à la justice française, une trahison des valeurs que nous défendons tous ici. Chaque mot qu'elle prononça était comme une flèche, transperçant l'orgueil des deux hommes qui n'osèrent plus la regarder dans les yeux. Un détail dramatique rendit la scène encore plus intense. Parmi la foule, un avocat renommé, Pierre Valmont, qui venait d'arriver pour la conférence, s'avança soudainement, son téléphone à la main. Il avait reconnu Camille et, révolté par ce qu'il voyait, il avait déjà contacté un journaliste de Le Monde qui se trouvait à quelques rues de là. « Cette injustice ne restera pas dans l'ombre », lança-t-il, sa voix forte attirant l'attention des autres témoins. « J'ai déjà alerté la presse, et je vous assure que cette affaire fera la une des journaux dès ce soir. » Cette annonce fit l'effet d'une bombe. Lucas et Théo, déjà terrifiés par la présence du maire, comprirent que leur carrière et peut-être leur liberté étaient désormais en jeu. La perspective d'un scandale médiatique national amplifia leur panique, et Lucas lâcha brusquement le bras de Camille, comme si son contact le brûlait. Antoine Leclerc, quant à lui, ne se contenta pas de mots. Il se tourna vers les deux policiers, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Vous venez de commettre une erreur monumentale, messieurs. Vos actions seront jugées et je veillerai personnellement à ce que justice soit faite, » déclara-t-il, sa voix résonnante avec une autorité implacable. Il sortit son téléphone et appela immédiatement le préfet de police de Paris, Étienne Marceau, pour exiger sa présence sur les lieux. Pendant ce temps, Camille, toujours menottée, sentit une lueur d'espoir naître au milieu de sa colère. Elle savait que cette intervention marquait un tournant, mais elle était déterminée à faire payer Lucas et Théo pour leur abus de pouvoir. Alors que les murmures de la foule s'intensifiaient et que les premières camionnettes de journalistes commençaient à arriver, la scène devint le théâtre d'un affrontement entre l'injustice et la quête de vérité. Un affrontement qui promettait de secouer les fondations mêmes de la société parisienne. Alors que les camionnettes des journalistes s'alignaient devant l'hôtel Majestic, transformant le parvis en un théâtre médiatique bouillonnant, une nouvelle vague de tension s'empara des lieux. Les flashs des appareils photo illuminaient la scène comme des éclairs dans une nuit d'orage, tandis que les murmures indignés de la foule se muaient en clameurs exigeant justice. Camille Dubois, enfin libérée des menottes grâce à l'intervention d'Antoine Leclerc, frottait ses poignets meurtris, où des marques rouges et douloureuses témoignaient de l'abus qu'elle venait de subir. Mais son regard, loin de refléter la douleur, brûlait d'une détermination féroce. Elle savait que ce moment marquait un tournant, et elle était prête à transformer cette humiliation publique en un combat pour la vérité. Lucas Moreau et Théo Garnier, eux, semblaient s'effondrer sous le poids de leurs propres fautes, leur visage blême trahissant une peur grandissante face à la tempête qui s'annonçait. Le maire, Antoine Leclerc, ne perdit pas un instant. Toujours au centre de l'attention, il se tourna vers les deux policiers avec une autorité implacable. « Vous avez non seulement déshonoré votre uniforme, mais vous avez aussi sali l'image de la police parisienne », tonna-t-il, sa voix résonnant comme un verdict dans l'air chargé de tension. Il ordonna immédiatement à Lucas et Théo de rester sur place, sous la surveillance étroite de deux agents de sécurité de l'hôtel, pendant qu'ils s'entretenaient avec Camille. « Madame la juge, je vous présente mes plus sincères excuses au nom de la ville de Paris, » dit-il, son ton mêlant respect et colère. «
Je vous assure que cette affaire ne sera pas étouffée. Nous irons jusqu'au bout pour que justice soit rendue. Camille, bien que secouée, répondit avec une dignité inébranlable. Monsieur le maire, je n'accepterai pas de simples excuses. Ce que j'exige, c'est une enquête rigoureuse et des sanctions exemplaires. Ces hommes doivent répondre de leurs actes devant la loi. Antoine Leclerc hocha la tête, pleinement conscient de la gravité de la situation. Il prit son téléphone et appela directement le préfet de police, Étienne Marceau, pour lui ordonner de se rendre sur les lieux sans délai. Pendant ce temps, un élément inattendu vint ajouter une couche de suspense à la scène. Une femme élégante, Sophie Delacroix, membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, s'avança parmi la foule. Elle avait assisté à l'incident depuis le début et, en tant que fervente défenseuse des droits humains, elle ne pouvait rester silencieuse. « Juge Dubois, je suis avec vous », déclara-t-elle, sa voix forte et claire attirant l'attention des journalistes. Elle brandit un carnet et un stylo, ajoutant « Je vais rédiger une pétition immédiate pour exiger une enquête publique et des réformes dans la formation des forces de l'ordre. Ce genre d'abus ne doit plus jamais se reproduire. » Cette initiative spontanée galvanisa la foule, et des applaudissements éclatèrent, amplifiant la pression sur Lucas et Théo, qui semblèrent désormais au bord de l'effondrement. Quelques minutes plus tard, une flotte de véhicules officiels, menée par la voiture de commandement d'Étienne Marceau, arriva en trombe devant l'hôtel Majestic. Le préfet, un homme robuste au visage marqué par des années de service, descendit précipitamment, suivi de 2 officiers supérieurs de la brigade de répression des abus policiers, BRAP, une unité spécialisée dans les enquêtes internes. Son expression, un mélange de colère et de honte, trahissait l'ampleur du scandale qu'il savait devoir gérer. Il se dirigea directement vers Camille, s'inclinant légèrement en signe de respect. « Juge Dubois, je suis Étienne Marceau, préfet de police de Paris. Je suis profondément désolé pour ce que mes subordonnés vous ont fait subir. Je vous garantis que cette affaire sera traitée avec la plus grande sévérité, » déclara-t-il, sa voix grave et résolue. Camille, dont la colère ne s'était pas apaisée, répondit d'un ton glacial. « Préfet Marceau, vos excuses ne suffisent pas. Ce que j'attends, ce sont des actions concrètes. Ces officiers ont non seulement violé mes droits, mais ils ont aussi bafoué les valeurs fondamentales de notre République. Je veux une enquête complète, transparente et rapide. » Étienne Marceau acquiesça, son regard dur se tournant vers Lucas et Théo, qui semblaient désormais souhaiter disparaître dans le sol. « Vous deux, vous êtes suspendus avec effet immédiat, » ordonna-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Vous serez conduits au siège de la BRAP pour interrogatoire, et je vous assure que vous ferez face aux conséquences de vos actes. » Alors que Lucas et Théo étaient emmenés sous escorte, leur visage décomposé par la peur, Camille sentit une lueur de satisfaction au milieu de sa colère. Elle savait que leur suspension n'était que le début d'un long processus, mais c'était un premier pas vers la justice. Antoine Leclerc, toujours à ses côtés, s'assura qu'elle soit conduite dans une salle privée de l'hôtel Majestic, à l'abri des regards indiscrets et des caméras des journalistes. Là, on lui apporta un verre d'eau et une serviette fraîche, un geste simple mais qui témoignait du respect qu'on lui devait. Pendant ce temps, les médias commençaient à diffuser les premières images de l'incident et les réseaux sociaux s'enflammaient. Les hashtags Our Justice pour Camille et Stop Abus policiers devenant viraux en quelques minutes. Dans la salle privée de l'hôtel Majestic, où Camille Dubois s'était retirée pour échapper à l'agitation médiatique, une atmosphère lourde et solennelle s'installa. Assise sur un fauteuil en velours, un verre d'eau à la main, elle fixait les marques rouges sur ses poignets, vestiges de l'injustice qu'elle venait de subir. Mais loin de se laisser abattre, une colère sourde continuait de bouillir en elle, alimentée par les images de Lucas Moreau et Théo Garnier, ces 2 officiers qui avaient osé la traiter comme une criminelle. Elle savait que leur suspension n'était qu'un premier pas, et elle était déterminée à s'assurer que l'enquête qui suivrait serait aussi rigoureuse que l'exigeait la gravité de leurs actes. Alors que les bruits des journalistes s'infiltraient à travers les portes closes, Étienne Marceau, le préfet de police, fit son entrée, suivi de près par la chef de la brigade de répression des abus policiers, BRAP, capitaine Claire Beaumont, une femme connue pour sa droiture et son intransigeance. Étienne Marceau s'assit face à Camille, son visage marqué par une colère contenue, mais aussi par une honte évidente. « Juge Dubois, nous avons déjà lancé une enquête interne, » annonça-t-il d'un ton grave, ses mains crispées sur la table. « La BRAP, sous la direction de capitaine Beaumont, mènera une investigation approfondie. Je vous donne ma parole que rien ne sera dissimulé. » Camille,
dont la fureur ne s'était pas apaisée, le fixa avec un regard perçant. Préfet Marceau, ce que j'attends, ce n'est pas une simple enquête. Ce que j'exige, c'est une justice implacable. Ces hommes ont violé mes droits, ont sali l'honneur de la justice française et ont trahi la confiance du peuple. Je veux des preuves, des témoignages et des sanctions qui serviront d'exemple à tous. Sa voix, vibrante d'indignation, résonna dans la pièce, faisant frémir même les officiers les plus aguerris. Capitaine Claire Beaumont, une femme au visage sévère mais empreint de détermination, prit la parole. Juge Dubois, je vous assure que nous irons au bout de cette affaire. Nous avons déjà ordonné la saisie des caméras corporelles des 2 officiers et nous interrogerons tous les témoins présents, y compris les membres du personnel de l'hôtel et les participants à la conférence. Rien ne sera laissé au hasard. Mais ce que Claire ne mentionna pas immédiatement, et qui ajouta une dimension dramatique à l'enquête, fut la découverte d'un élément troublant. Une vidéo, filmée par Aïcha Ben Ali, l'étudiante en droit qui avait assisté à la scène, venait d'être mise en ligne sur Twitter. En quelques minutes, la vidéo avait été partagée des milliers de fois, accompagnée du hashtag Justice pour Camille, déclenchant une vague de réactions indignées à travers la France. Des citoyens, des avocats et même des figures politiques appelaient à une réforme immédiate des pratiques policières, mettant une pression colossale sur les autorités. Pendant ce temps, Lucas et Théo furent conduits séparément au siège de la BRAP, dans le 13e arrondissement de Paris, où ils furent placés dans des salles d'interrogatoire austères. L'ambiance était oppressante. Les murs gris, l'éclairage blafard et le silence pesant entrecoupé par les questions incisives des enquêteurs de la BRAP créaient une tension insoutenable. Claire Beaumont, qui menait l'interrogatoire de Lucas, ne mâchait pas ses mots. Vous avez menotté une juge fédérale sans aucune justification légale, vous l'avez insultée avec des propos racistes, et vous avez osé prétendre qu'elle résistait à un contrôle, lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Lucas, qui avait perdu toute son arrogance, baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Je ne savais pas qui elle était, murmura-t-il, sa voix tremblante, mais Claire l'interrompit brutalement. Ignorance n'est pas une excuse. Vos actions sont une honte pour la police française et vous allez en payer le prix. Théo, interrogé dans une salle voisine par un autre enquêteur, céda rapidement sous la pression. C'était Lucas. Il m'a poussé à le faire, mais oui, j'ai eu tort, balbutia-t-il, les larmes aux yeux, son uniforme trempé de sueur. Les enquêteurs de la BRAP, méthodiques et implacables, recueillirent dans leurs aveux complets qui confirmaient point par point le récit de Camille. Une approche sans cause, des insultes racistes, une demande d'identification injustifiée et une arrestation illégale motivée par la frustration et le préjugé. Les images des caméras corporelles, analysées en parallèle, montrèrent des preuves accablantes. On y voyait clairement Lucas serrer les menottes avec une force excessive et Théo ricaner en lançant des remarques dégradantes. Un autre élément dramatique vint s'ajouter à l'enquête. Une ancienne plainte déposée contre Lucas, datant de 6 mois, refit surface. Une femme d'origine maghrébine, Fatima Zahir, avait signalé un comportement similaire de sa part lors d'un contrôle d'identité dans le quartier de Belleville. À l'époque, la plainte avait été classée sans suite, faute de preuves suffisantes, mais cette révélation mit en lumière un pattern de comportement discriminatoire de la part de Lucas, renforçant la gravité des accusations portées contre lui. Claire Beaumont, en découvrant ce dossier, sentit sa colère redoubler. Cet homme est une menace pour la société et pour l'intégrité de notre institution, s'exclama-t-elle, frappant du poing sur la table, tandis qu'elle ordonnait une révision complète du dossier de Lucas. En moins de 48 heures, le rapport préliminaire de la BRAP fut finalisé et transmis à Étienne Marceau. Les conclusions étaient sans appel. Lucas Moreau et Théo Garnier avaient systématiquement violé les codes éthiques de la police, les procédures opérationnelles, les politiques anti-discrimination et les lois relatives à l'abus d'autorité et à l'arrestation illégale. Leurs actions avaient non seulement causé un préjudice grave à Camille Dubois, mais elles avaient aussi terni la réputation de la police parisienne, provoquant une crise de confiance sans précédent. Le rapport recommandait une sanction maximale, la révocation définitive des 2 officiers, une décision qui fut immédiatement approuvée par Étienne Marceau avec le soutien d'Antoine Leclerc. Alors que le rapport accablant de la Brigade de répression des abus policiers, BRAP, venait d'être remis entre les mains d'Étienne Marceau,
Le préfet de police, un vent de justice commença à souffler sur Paris, porté par une indignation collective qui ne cessait de croître. Les réseaux sociaux, enflammés par la vidéo virale d'Aïcha Ben Ali, continuaient de propager l'histoire de Camille Dubois à une vitesse fulgurante, transformant l'incident de l'Hôtel Majestic en un symbole de la lutte contre les abus policiers. Mais dans les couloirs austères du palais de justice de Paris, un autre chapitre, plus solennel et implacable, s'apprêtait à s'écrire. Plusieurs mois après l'incident, le procès de Lucas Moreau et Théo Garnier s'ouvrit enfin, sous les regards scrutateurs de la nation entière. Ce n'était pas seulement un procès contre deux officiers dévoyés, mais une mise à l'épreuve de la justice française elle-même, un test pour savoir si elle pouvait réellement défendre ses valeurs face à l'injustice. La salle d'audience, majestueuse, avec ses boiseries anciennes et ses hauts plafonds, était pleine à craquer. Des journalistes de Le Figaro, Libération et même de chaînes internationales comme France 24 s'entassaient dans les rangs réservés à la presse, leurs caméras braquées sur les accusés. Lucas et Théo, désormais déchus de leur statut de policiers, entrèrent dans la salle, pâles et amaigris, vêtus de costumes bon marché qui semblaient flotter sur leurs silhouettes. Leur arrogance d'antan avait laissé place à une peur tangible, leurs mains tremblantes trahissant leur appréhension. Face à eux, derrière le pupitre de l'accusation, se tenait procureur Julien Lambert, un jeune magistrat réputé pour sa rigueur et son engagement dans les affaires de droits humains. Sa présence seule suffisait à faire peser une menace silencieuse sur les deux anciens officiers qui évitaient soigneusement son regard perçant. Camille Dubois, en tant que victime et témoin clé, fit son entrée dans la salle, vêtu d'un tailleur noir sobre mais élégant, signé Yves Saint-Laurent, un symbole de sa dignité intacte. Son visage, impassible mais marqué par une colère contenue, imposa un silence respectueux dans l'assemblée. Lorsqu'elle s'installa à la barre, sous les yeux attentifs du juge-président, M. Alain Fournier, un magistrat expérimenté connu pour son impartialité, une tension palpable envahit la salle. Julien Lambert commença son interrogatoire avec une précision chirurgicale. « Juge Dubois, pourriez-vous nous relater les événements survenus le 19 mai 2025 à l'Hôtel Majestic ?» demanda-t-il, sa voix claire et ferme. Camille, d'une voix vibrante d'indignation mais maîtrisée, détailla chaque moment de l'incident. Les insultes racistes de Lucas et Théo, leur demande injustifiée d'identification, et l'arrestation illégale qui avait suivi, marquée par la violence des menottes serrées sur ses poignets. Ces hommes n'ont pas seulement violé mes droits, ils ont piétiné les principes fondamentaux de notre République, conclut-elle, sa voix résonnant comme un cri de justice, faisant frémir l'assistance. Un élément dramatique vint ajouter une intensité nouvelle au procès. Parmi les spectateurs, une activiste bien connue, Nadia Kerfi, membre d'une association de défense des droits des minorités, se leva soudainement pendant une pause, brandissant une pancarte où l'on pouvait lire « Plus jamais ça ». Sa présence, relayée en direct par les caméras de France 24, galvanisa les soutiens de Camille à l'extérieur du palais de justice, où des manifestants s'étaient rassemblés, scandant des slogans contre les abus policiers. Cette irruption spontanée, bien que rapidement contenue par les huissiers, rappela à tous que ce procès dépassait le cadre individuel. Il s'agissait d'un combat pour une justice systémique, un combat qui résonnait profondément dans une France encore marquée par les tensions sociales. Julien Lambert présenta ensuite des preuves accablantes. Les images des caméras corporelles qui montraient Lucas serrant les menottes avec une brutalité évidente, et Théo ricanant en lançant des remarques dégradantes, les aveux des deux accusés lors de l'enquête interne, et les témoignages de témoins oculaires, y compris celui de Sophie Delacroix, qui avait lancé la pétition publique. Mais ce qui frappa le plus, l'assistance fut la révélation de la plainte antérieure de Fatima Zahir contre Lucas, un élément qui prouvait un comportement discriminatoire récurrent. Ces officiers ne se sont pas contentés de commettre une faute isolée, ils ont agi avec un mépris systématique pour les droits des citoyens, tonna Julien Lambert dans son réquisitoire, sa voix vibrante de colère, faisant naître des murmures d'approbation dans la salle. La défense, représentée par des avocats commis d'office, tenta de plaider la clémence, arguant que Lucas et Théo avaient perdu leur carrière et exprimaient des remords. Mais leurs arguments semblaient creux face à la gravité des faits. Après des heures de délibération, le jury revint avec un verdict unanime. Coupable sur les chefs d'accusation les plus graves, notamment la violation des droits civils sous couvert d'autorité et l'arrestation illégale. Lucas et Théo, figés sur leur banc, semblaient à peine capables de respirer, leurs familles en larmes dans l'assistance. Si cette quête de justice vous a bouleversé,
Laissez un commentaire avec le mot « verdict » et partagez vos réflexions sur ce procès historique. Ne manquez pas la suite pour découvrir les sentences prononcées et l'impact profond de cette affaire sur la société française. Un dénouement qui pourrait changer la donne à jamais. Après le verdict de culpabilité prononcé dans la salle d'audience du Palais de justice de Paris, un silence lourd, presque étouffant, s'installa, uniquement brisé par les sanglots étouffés des familles de Lucas Moreau et Théo Garnier. Les deux anciens officiers, figés sur leurs bancs, semblaient avoir été vidés de toute énergie, leur visage blême reflétant une terreur pure face à l'avenir qui les attendait. Mais au premier rang, Camille Dubois, assise avec une dignité inébranlable, ferma les yeux un instant, laissant échapper un soupir de soulagement mêlé d'une colère encore vive. Ce verdict, bien que juste, ne pouvait effacer l'humiliation qu'elle avait subie, ni les cicatrices invisibles laissées par cette journée fatidique à l'Hôtel Majestic. Alors que les murmures reprenaient dans la salle, tous les regards se tournèrent vers le juge président, M. Alain Fournier, qui s'apprêtait à prononcer les sentences, un moment décisif qui marquerait l'histoire judiciaire française. Quelques semaines plus tard, lors de l'audience de sentencing, la tension était à son comble. La salle, toujours aussi bondée, vibrait d'une énergie mêlant attente et indignation. Les caméras de France 24, diffusant l'événement en direct, capturent chaque détail, tandis que des manifestants, toujours mobilisés à l'extérieur, brandissèrent des pancartes exigeant des réformes profondes dans les forces de l'ordre. Alain Fournier, vêtu de sa robe noire et rouge, ajusta ses lunettes et prit la parole d'une voix grave, empreinte d'une autorité solennelle. Ce tribunal a entendu les arguments des deux parties, examiné les preuves accablantes et pris en compte la gravité exceptionnelle de cette affaire, commença-t-il, son regard balayant la salle avant de se poser sur Lucas et Théo. Ce que vous avez fait ne constitue pas seulement une faute personnelle, mais une attaque directe contre les fondations de notre système judiciaire. Vous avez abusé de votre pouvoir, vous avez discriminé une citoyenne en raison de sa couleur de peau, et vous avez humilié une juge fédérale qui incarne la justice de notre nation. Camille, assise au premier rang, sentit une colère renouvelée monter en elle à mesure que le juge parlait. Chaque mot d'Alain Fournier ravivait les souvenirs de cette journée. Les insultes racistes de Lucas, le ricanement de Théo, la douleur des menottes mordant ses poignets et l'humiliation publique sous les flashs des paparazzis. Mais ce qui attisa davantage sa fureur fut une révélation inattendue, introduite par le procureur Julien Lambert juste avant la sentence. Lors des investigations complémentaires, une lettre anonyme, écrite par un ancien collègue de Lucas, avait été découverte. Cet officier, rongé par la culpabilité, révélait que Lucas avait déjà fait preuve de comportements racistes à de multiples reprises, mais que ses supérieurs, par négligence, avaient leur fermé les yeux. Cette lettre, lue à voix haute par Julien Lambert, fit l'effet d'une bombe dans la salle. Ce n'est pas un incident isolé, mais le résultat d'un système qui a toléré l'intolérable, s'exclama le procureur, sa voix vibrante de colère, déclenchant des murmures indignés parmi les spectateurs et renforçant la clameur des manifestants à l'extérieur. Alain Fournier, visiblement affecté par cette révélation, serra les poings sous sa robe, son visage marqué par une fureur contenue. La discrimination raciale est un fléau qui ronge notre société, et elle devient infiniment plus dangereuse lorsqu'elle est exercée par ceux qui portent l'uniforme de l'autorité publique, déclara-t-il, sa voix montant d'un ton, résonnant comme un appel à la justice. Ce tribunal doit envoyer un message clair et sans équivoque. De tels actes ne seront jamais tolérés, et ceux qui les commettent seront punis avec la plus grande sévérité. Il marqua une pause, laissant ses mots peser dans l'air, avant de prononcer les sentences. Lucas Moreau, pour les chefs d'accusation de violation des droits civils sous couvert d'autorité et d'arrestation illégale, ce tribunal vous condamne à 5 ans et 2 mois d'emprisonnement. Théo Garnier, pour les mêmes chefs d'accusation, vous êtes condamné à 4 ans et 2 mois d'emprisonnement. Le verdict tomba comme un coup près. Lucas et Théo, incapables de contenir leur désespoir, s'effondrèrent sur leurs bancs, leur famille éclatant en sanglots bruyants. Camille, quant à elle, sentit une satisfaction amère l'envahir. Ce n'était pas de la joie, mais le sentiment que justice avait enfin été rendue, même si le chemin avait été semé de douleur. Alors que les huissiers s'avançaient pour menotter les deux condamnés, une ironie cruelle, après ce qu'ils lui avaient fait subir, un autre événement dramatique marqua la fin de l'audience. Aïcha Ben Ali, l'étudiante qui avait filmé l'incident, se leva dans l'assistance et s'adressa directement à Camille, sa voix tremblante mais déterminée.
Juge Dubois, votre courage m'a inspiré à créer une association pour lutter contre les abus policiers. Nous avons déjà recueilli 10 000 signatures pour une réforme nationale. Cette annonce, relayée en direct par les caméras, déclencha une ovation dans la salle, tandis que les manifestants à l'extérieur scandèrent le nom de Camille. Les lourdes peines prononcées contre Lucas et Théo devinrent un précédent majeur dans l'histoire judiciaire française, un avertissement clair aux forces de l'ordre. L'abus de pouvoir et la discrimination seraient sévèrement punis. Camille, après cette épreuve, continua son travail au sein de la Cour fédérale, plus déterminée que jamais à lutter pour une justice équitable, transformant son trauma en une force pour le changement. Alors que Lucas et Théo étaient emmenés hors de la salle d'audience, menottés et brisés par leur lourde sentence, un calme empreint de gravité s'installa au palais de justice. Mais pour Camille Dubois, ce n'était pas la fin d'une bataille, mais le début d'un combat plus vaste. Quelques mois après le procès, elle se tenait devant la Sorbonne, lors d'une conférence organisée par l'association d'Aïcha Ben Ali, désormais nommée Égalité sous la loi. La foule, composée d'étudiants, d'avocats et de militants, l'accueillit par une standing ovation. Mais Camille, toujours marquée par la colère de son humiliation, monta à la tribune avec un regard d'acier. Ce que j'ai vécu à l'hôtel Majestic n'est pas un cas isolé, mais le symptôme d'un mal profond, lança-t-elle, sa voix vibrante d'une indignation intacte faisant frissonner l'Assemblée. Un événement inattendu marqua l'événement. Un groupe de policiers réformateurs, inspirés par le procès, s'avança sur scène, s'agenouillant symboliquement pour s'excuser au nom de leur profession. Ce geste, diffusé en direct sur France Info, déclencha une vague d'émotion nationale. Mais Camille, inflexible, répondit « Les excuses ne suffisent pas. Nous devons réformer le système pour que plus aucun citoyen ne soit victime de discrimination. » Sa détermination galvanisa les foules et son combat devint un modèle pour une justice française plus équitable, prouvant que même dans l'adversité, une voix indignée pouvait changer le cours de l'histoire.